Dans le podcast AWS en français, on parle des métiers du numérique et surtout comment développer l'attractivité des formations qui ouvrent sur ces métiers du numérique. On vous explique tout ça. C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Vous le savez, un mercredi sur deux, c'est le volet Women in Tech, diversité, équité, inclusion. Diversité, équité, inclusion qui passe aussi par la formation. On en parle régulièrement. Et on va en parler dans cet épisode avec mon invité aujourd'hui, Rémi Ferrand. Tu es délégué général d'une association qui s'appelle Talents du numérique. Je l'ai dit dans l'intro, cette association vise à développer l'attractivité des formations qui ouvre sur les métiers du numérique. On parle souvent de pénurie de talent quand on parle de métiers du numérique et dans cette pénurie de talents féminins également, mais ça c'est encore un sous-ensemble dans l'ensemble. Ton point de départ, c'est quoi? C'est quoi l'ampleur du problème en France? C'est un sujet qui a démarré il y a longtemps puisque notre association vient de fêter ses 20 ans. Félicitations. Donc, merci. Et donc, il y a 20 ans, il y avait une pénurie sur l'ensemble des métiers relevant des sciences et des techniques du numérique ou de l'informatique. Et donc, différents acteurs de l'écosystème ont décidé de se mobiliser pour aller à la rencontre, tout d'abord, des jeunes et des moins jeunes pour leur expliquer ce qu'est le secteur du numérique, ce sont les métiers du numérique, quels sont les parcours de formation pour les rejoindre, mais aussi se sont mobilisés pour engager un dialogue aussi avec les pouvoirs publics et notamment et singulièrement le ministère de l'Éducation nationale pour obtenir les parcours, les dispositifs, les diplômes qui leur semblaient nécessaires pour accueillir ces talents de façon bonne et cordiale et satisfaisante. Donc, je rappelle que notre association a été créée d'un côté par les entreprises du numérique via leurs organisations professionnelles, Numéum et le SIGREF, et de l'autre, et c'est aussi une particularité importante de notre association, c'est que nous avons l'enseignement supérieur, donc les écoles d'ingénieurs, les écoles spécialisées, les universités, les CFA qui offre des diplômes et des formations dans le numérique. Et c'est assez rare dans le paysage français de voir l'enseignement supérieur, l'établissement de formation discuter dans une enceinte qui est notre association avec les entreprises. Oui, vous êtes à la jonction de deux, voire même de trois mondes qui se parlent pas nécessairement. Le monde des entreprises, le monde de la formation, de l'enseignement, et pas que l'enseignement classique, lycée, école, etc., mais de la formation professionnelle également. Et puis le secteur public et le gouvernement et le ministère de l'éducation. Il y a un gap en France entre ce qui est enseigné et ce dont les entreprises ont besoin. Il y a évidemment un gap, notamment puisque on est sur un sur un registre, sur un secteur, le numérique, l'informatique qui est en constante évolution, avec en constante innovation, et donc la nécessité de s'améliorer en permanence et d'améliorer aussi les formations, le contenu des formations est évidemment important. D'ailleurs, nous avons des groupes de travail au sein de l'association et notamment des commissions, et on a une commission compétences dont l'objectif justement c'est faire des notes, des recommandations pour améliorer le contenu des formations. On va parler des commissions dans une seconde, mais la situation en France est la même que dans les autres pays européens, mieux ou pire? Alors, il y a, on est sur des sujets éminemment culturels avec des représentations qui sont extrêmement fortes en fonction du lieu où on a. Je dirais qu'il y a le monde occidental, donc l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord qui ont les mêmes sujets en matière d'attractivité. Il y a des autres pays très développés qui n'ont pas ce sujet ou beaucoup moins ce sujet de pénurie. Je pense effectivement à Taïwan, au Japon et la Chine. Et par ailleurs, on a des pays très forts et avec une grande tradition de science comme l'Inde, comme les pays du Maghreb, qui forment massivement des talents et notamment des talents féminins. Et on devrait s'inspirer certainement de ce qu'ils ont pu mettre en place ou de comment ils portent ce sujet-là, puisque comme vous le savez, si on a du mal à attirer, c'est notamment et particulièrement vrai pour le public féminin. Qui est très peu présent. On a fait une petite étude il y a quelques années auprès de nos adhérents
établissements et on était à 19,4% de public féminin dans l'établissement de formation. Numéum, en général, dit qu'il y a 28% de salariés qui sont des salariés au féminin, mais sur les métiers techniques et scientifiques, on est plutôt à 10, 15, 20%, donc c'est dommage. Ouais, les 28%, ça inclut aussi des fonctions sales support, ou les marketing, RH, etc. le juridique, et qui sont Où les femmes sont et à traditionnellement l'inverse complètement plus représentées, voire féminisées. Ouais. Mais t'as raison sur ce que tu dis sur l'Afrique, l'Inde. J'ai la chance de pouvoir voyager un peu. Chaque fois que je suis dans l'Afrique du Nord ou en Afrique centrale, la quantité de filles qu'il y a dans le public des conférences tech et dev est beaucoup plus élevée que ce qu'on observe ici je vais pas dire que en France, que ici en Europe de l'Ouest en général. Et puis il y a des pays qui arrivent à exporter leurs talents également. T'as cité l'Inde, qui est un grand exportateur de talents numériques, ce qu'on n'arrive pas à faire en Europe. Paradoxalement, la France est aussi un grand exportateur de talents. Vers la Silicon Valley. Nos écoles d'ingénieurs sont très cotées. La formation d'ingénieurs, entre guillemets, à la française est connue et reconnue. Il y a environ 15% des élèves ingénieurs qui partent en tous les cas pour une partie de leur carrière à l'étranger, sachant que c'est des flux, des reflux, ils reviennent. Et par ailleurs, on n'est pas les derniers à attirer des talents. On parlait du Maghreb ou de l'Inde et d'autres pays. Donc, c'est aussi dans l'ordre des choses qui ce type de flux et de reflux en matière de migration de talents. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Tu as parlé de commissions, vous en avez plusieurs. Vous êtes un agitateur politique, un think tank politique? Alors, je vais d'abord commencer par le métier premier qui est le métier de l'attractivité. Donc, on a aussi un métier de communication grand public. Donc, on va à la rencontre, encore une fois, des jeunes, des moins jeunes, à la rencontre des professeurs, des personnels en charge de l'orientation pour leur expliquer, voilà, ce qu'est le secteur, les métiers, les parcours de formation. Donc, on est pour cela extrêmement présent sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn. On a aussi des actions d'envergure nationale pour promouvoir le numérique ou les parcours. Je pense notamment au trophée NSI pour cet enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques qui a été créé suite à la réforme de Monsieur Blanquer. Et donc, on promeut les projets réalisés dans le cadre de cet enseignement en première et en terminale. Et là aussi, toujours dans cette dimension de communication grand public, on est en train de développer un réseau d'ambassadeurs étudiants avec notre partenaire My Job Glasses pour mettre en relation ces collégiens, ces lycéens ou ces collégiennes et ces lycéennes avec des étudiants de nos établissements, avec l'idée là aussi qui est un discours franc, direct, avec des personnes pas très éloignées de ces jeunes pour que le message passe bien, en sachant que nous, par ailleurs, et c'est toute la force de Talent Numérique, on forme ces étudiants et on informe ces étudiants pour qu'ils aient un discours œcuménique avec une vision globale encore une fois, des métiers et des parcours. Donc ça, servir d'évangéliste ou d'ambassadeur auprès des autres, mais dès le collège, parce que ces choix de parcours supérieur, ça commence très tôt. Oui, et parce que on le sait, il y a des choix d'orientation structurants très forts. Voilà, dès le collège, à la fin de la troisième, on choisit quelle voie, voie professionnelle, voie technologique et voie générale. On sait qu'à la fin de la seconde, quand on est dans la voie générale, il y a le choix des enseignements de spécialité et donc là, on a un discours sur les parcours et on a fait des décryptages des groupes de travail justement pour expliciter quels sont les bons choix en fonction des voies, en fonction des bacs, en fonction des options, en fonction des enseignements de spécialité, pour rejoindre des formations du numérique, quelles qu'elles soient, BTS, BUT, licence ou école d'ingénieur ou école spécialisée. Et donc là, j'en reviens finalement aussi à la deuxième grande activité de Talent du numérique, c'est ce côté think tank, ce côté lieu de réflexion. Donc, on a des commissions, des groupes de travail qui se réunissent, qui réunissent nos adhérents pour produire des notes, produire des chiffres, pour alimenter la réflexion globale de l'écosystème sur ces sujets-là, mais aussi ensuite avoir des recommandations, des propositions pour aller à la rencontre des pouvoirs publics et singulièrement de l'éducation nationale pour améliorer le système. Donc voilà, on a cette dimension aussi forte de think tank, de groupement d'intérêt qui essaie d'agir sur les politiques publiques. Donc très rapidement, pour parler peut-être des commissions et des groupes de travail, nous en avons 5. Il y a la commission éducation, c'est tous les sujets avant le bac. Et donc là, on travaille beaucoup sur la place des sciences, des mathématiques, de l'informatique, du primaire jusqu'au lycée, avec derrière des interrogations autour des programmes, des heures dédiées,
des professeurs, de la formation des professeurs, du recrutement des professeurs, parce que encore une fois, c'est un système qu'on va améliorer, c'est une politique publique. On a la commission post-bac, c'est tous les sujets après le bac. Donc là, on travaille beaucoup sur l'alternance, la certification. On travaille aussi beaucoup sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos établissements, parce que là aussi, ça impacte les compétences, mais ça impacte aussi les organisations. On a la troisième commission, c'est la commission compétences. J'en ai déjà parlé, où on réfléchit sur le contenu des formations. Donc, on a fait des recommandations sur la dimension RSE, sur l'empreinte environnementale du numérique, comment on l'intègre dans l'information, sur l'éthique, comment on l'intègre dans l'information. On a fait des notes sur tous les grands sous-segments du numérique, le cloud, l'Internet des objets, la cybersécurité, puisque l'idée, c'est encore une fois que ces formations s'améliorent aussi avec, encore une fois, la force de talent numérique d'avoir entreprises et établissements. On a notre observatoire qui produit des études, des benchmarks, des sondages, encore une fois, pour alimenter la réflexion. Et on a aussi une commission communication qui met un peu tout ça en beauté, qui réfléchit à notre stratégie de communication, qui gère et développe nos réseaux sociaux, notre site internet, etc. Et j'en ai déjà parlé, il y a aussi une grosse transversale sur tous nos travaux, c'est bien sûr le sujet de la mixité et de la diversité, puisque là aussi, c'est souvent des marches ou des problématiques spécifiques sur lesquelles, collectivement, on doit agir. Je connais rien à ce domaine d'influence de la sphère publique et politique. Comment ça marche? Tu dis rédaction de notes. Donc, ce sont quoi? Ce sont concrètement des délégués des différentes entreprises qui sont membres des unions. Comment je peux définir Numéum et SIGREF? Ce sont des unions professionnelles qui se réunissent, qui travaillent ensemble. Mais comment ça marche après? Enfin, comment ça marche pour l'élaboration, mais aussi pour la diffusion? Vous allez voir les ministères, vous allez voir le ministre, vous allez dans les établissements d'enseignement. Voilà. C'est quoi un peu le workflow de A à Z? Alors, le workflow, en fait, donc on a des groupes de travail, c'est des commissions, et donc évidemment tous nos adhérents peuvent venir sur ces différentes commissions et ils choisissent un peu les thématiques qui les intéressent. Donc c'est les membres de nos entreprises, les collaborateurs de nos établissements de formation viennent dans ces commissions. Il y a évidemment des thématiques qui sont définies, un ordre du jour. Et là, on échange sur cette thématique avec l'idée, encore une fois, d'aboutir à pouvoir délivrer finalement un support. Donc ça peut être une note de position, ça peut être des recommandations, ça peut être une étude. Et voilà, au bout de quelques réunions, au bout de 2-3 réunions, on a une note avec des propositions, des recommandations, évidemment validées par la gouvernance de Talent Numérique, son conseil d'administration. Une fois qu'on a cette note sur étagère, avec ma gouvernance, je vais à la rencontre des administrations qui pourraient recevoir ce propos. Donc évidemment différents ministères, ministère de l'Éducation nationale, mais dans une moindre mesure l'enseignement supérieur au ministère du Travail, qui sont évidemment d'autres administrations intéressantes, mais aussi les parlementaires. Donc on peut aller voir les députés, les sénateurs pour les alerter sur une situation et sur la situation globale de l'éducation numérique. Typiquement, en ce moment, il y a un projet de loi sur l'enseignement supérieur privé qui a quand même des grosses incidences et qui pourrait avoir des grosses incidences sur notre secteur. Et donc, Talent Numérique avec Numéum a fait une note de position sur ce projet de loi et nous sommes allés à la rencontre du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, Monsieur Baptiste, pour l'expliquer ce que l'écosystème du numérique, ce que le secteur du numérique pense de ce projet de loi, sachant qu'on y est très favorable. Voilà. Le fait que les têtes changent régulièrement pour le moment depuis 1 an ou 2, ça doit pas aider non plus. Je parle du carrousel politique. Alors il y a 2 choses. Le politique et le sujet de l'éducation et le sujet des représentations amènent à la patience, puisque effectivement, comme tu le dis très bien, il y a quand même une forme d'instabilité politique depuis quelques années. Et à chaque fois, on repart souvent de zéro, puisque et c'est normal, le personnel politique se renouvelle, que ce soit les députés et les sénateurs, mais aussi au sein des administrations, au sein des cabinets, il y a des nouvelles têtes qui émergent, qui sont souvent évidemment des têtes bien faites, mais qui peuvent être peut-être moins au courant des sujets que nous portons, donc le sujet de l'éducation, de la formation numérique. Et donc là, il faut déjà qu'ils apprennent et qui commencent déjà à avoir certaines convictions et là nous on intervient pour engager un dialogue, puisque in fine c'est souvent qui prendront leurs décisions, qui pourront faire valider par les différentes instances de représentation ou autres.
Et d'où l'intérêt également de travailler dans la durée. Tu l'as dit au début, vous êtes là depuis 20 ans, donc il y a une certaine persistance. Ça veut dire qu'aussi que vous pouvez voir la situation évoluer d'année en année à travers des sondages que vous faites régulièrement, par exemple. Oui, alors on le voit puisque notamment on a fait un sondage en 2025 sur les représentations des lycéens, des parents, des professeurs et des demandeurs d'emploi sur le numérique. Et on avait fait exactement le même sondage et la même étude il y a 4 ans, en 2021. Et donc on voit les inflexions, notamment sur le rapport au numérique, sur les représentations qu'ils peuvent avoir sur le numérique. Et les grosses inflexions que moi j'ai relevées, c'est surtout le changement de vision des professeurs, des enseignants sur le numérique. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, ils étaient beaucoup plus rétifs, ils se posaient beaucoup plus de questions et ils ont raison de toute façon de se poser des questions. Ils ont raison d'interroger ce qu'est le numérique, mais ils étaient beaucoup plus en retrait sur ce qui est sur voilà, l'apport du numérique dans le quotidien, dans les enseignements, dans l'insertion professionnelle ou dans la vie professionnelle. Et sur ça, on est revenu plutôt, ils sont revenus dans la moyenne des autres catégories, mais on voit de toute façon qu'il y a, en fonction du genre, du lieu et de la catégorie socio-professionnelle et notamment des parents, qu'il y a quand même des distorsions qui peuvent être de 5, 10, 15 points sur une même question. Donc voilà, la question du genre, la question des territoires et la question des CSP, des catégories socio-professionnelles, sont des marqueurs très forts sur les représentations sur le numérique et sur l'apport du numérique au sens large. Donc ça, c'est ce type d'études que nous pouvons faire qui ont évidemment un intérêt pour voir les évolutions. Et aussi, et heureusement, on a quand même obtenu avec notre écosystème et nos partenaires, quelques victoires sur la place de l'informatique et la place du numérique dans les parcours. Je pense notamment à cet enseignement de spécialité NSI en première et terminale. Je pense aussi à SNT en seconde générale. Voilà, il y a un enseignement sur le numérique et l'informatique pour tout le monde et ça, c'est une bonne chose. On a obtenu le CAPES, l'agrégation d'informatique. L'agrégation d'informatique, ça peut être anodin, mais ça ne l'est pas. Tant que vous n'avez pas une agrégation, vous n'êtes pas une discipline au sens de l'éducation nationale. Donc, vous n'avez pas d'inspecteur académique, IAIPR, et donc vous n'avez pas de corps constitué en interne. Et donc, nous, on a eu besoin aussi, de professeurs véritablement formés, véritablement certifiés ou agrégés, et aussi des relais en interne pour pousser nos sujets. Parce que quand vous êtes à l'extérieur et que à l'intérieur, on veut pas forcément de vous, c'est un peu compliqué. Tu parles des origines sociales ou même géographiques qui peuvent influencer les choix. On parle souvent dans ce podcast de rôle modèle, d'avoir un exemple autour de soi qui peut inspirer, qui peut montrer que c'est possible pour un garçon ou pour une fille de travailler dans ces métiers-là. Il y a aussi plein d'infos relativement faux, enfin pas relativement, il y a plein d'infos fausses ou des images, des connotations négatives. On montre toujours l'adolescent boutonneux avec une capuche et des stylos dans la poche de la chemise. On est très loin de ça. Oui, on est très loin de ça et c'est en termes de communication, c'est sur ça qu'on travaille. On essaye de déconstruire encore une fois des représentations des images qui sont quand même très fortes. Derrière, il y a une image forte du geek qui nous poursuit. Et derrière cela, de l'image du fort en maths. Alors évidemment, on a besoin de fort en maths. On a besoin de gens avec des construits scientifiques et des parcours scientifiques forts. Mais pas que. Dans le numérique, il y a 80 métiers. Voilà. Alors, généralement, on peut en citer 1, 2, 3, notamment le métier de développeur. C'est beaucoup plus divers. Et quand on parle de métiers, de la diversité des métiers, on imagine très bien que c'est aussi une diversité de profils. Et pas simplement et uniquement de ces forts en maths ou ces profils scientifiques dont on a besoin encore une fois. Mais c'est pas seulement eux. Donc, en fonction, il y aura toujours un métier du numérique qui correspond à un profil, au-delà encore une fois de ces profils scientifiques. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, dire qu'on n'est pas toujours et constamment derrière un écran, rappeler que on n'est pas seul, qu'on fonctionne en mode projet et que c'est comme ça. Et la réalité d'un projet de transformation numérique ou d'informatique, c'est de travailler en équipe. Ce qui implique aussi c'est se parler. D'autres types de compétences, et pas simplement des compétences technico-scientifiques, mais des compétences qu'on appelle un peu pompeusement soft skills, ce sont des compétences personnelles de communication, de pédagogie, de diplomatie. D'empathie. Quand on fait un projet de transformation, il faut accompagner, il faut convaincre, parce que sinon on n'y arrive pas. Il faut amener ses clients ou les personnes qui vont utiliser ou concevoir ces outils ou ces services numériques à adhérer au projet. Et ça,
ça passe quand même par des compétences de communication, de diplomatie, de pédagogie, sachant que aussi au sein du projet, pour parler à ses collègues et pour emmener ses collègues vers une certaine forme de réussite, il faut aussi ces talents-là de communication, de pédagogie. Donc c'est beaucoup plus vaste que simplement des compétences techniques et scientifiques. Je suis content que tu parles de tout ça. Moi, j'ajouterais même l'empathie et l'écoute aussi. Ça fait partie de ces talents-là. Je suis en train de préparer un talk pour une conférence où je dois inspirer des étudiants de dernière année pour leur dire, votre rôle va pas être remplacé par l'IA et les coding agents. Et une des différences de l'humain, c'est exactement tout ce que tu es en train de décrire, la communication. Et sur les soft skills, on a fait une très belle note justement dans la commission compétences, puisque sur ce sujet des soft skills, on peut et on doit améliorer encore les formations délivrées par nos établissements, et on a insisté sur ces différents, quand tu dis effectivement écoute, pédagogie, communication, diplomatie, c'est essentiel, et donc ça fait partie des livrables, des notes qu'on a pu faire récemment. Donc les soft skills en numérique, c'est extrêmement important. Dans tous ces actions, ces commissions, ces actions d'influence, de communication avec les différents acteurs que tu as très bien expliqué, il y a des résultats très concrets également, avec notamment un programme qui s'appelle Tech pour toutes. C'est quoi? Alors, sur le sujet de la mixité, l'écosystème est assez humble, parce que on est évidemment tous mobilisés sur le sujet-là. Moi, je connais pas un établissement de formation, une entreprise un peu constituée qui n'a pas une action à destination, des femmes ou des jeunes filles au collège et au lycée. Mais la réalité, c'est que les chiffres sont têtus et qu'il n'y a pas d'impact macroéconomique sur l'ensemble de ces informations. Donc, on a décidé de se réunir dans des collectifs. Donc, notamment, Talent Numérique a été à la manœuvre pour créer une association, une fondation qui s'appelle Femmes Numérique, qui a pour objectif justement d'identifier les bonnes actions pour les porter à l'échelle, et aussi de devenir un interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics. Et au-delà de ce collectif, il y a aussi un grand projet qui s'appelle Tech pour toutes, que nous soutenons, même si on n'est pas partie prenante. On estime que c'est un type d'action qui peut être intéressant dans son contenu. Donc c'est un AMI CMA, donc c'est un projet qui a été financé par l'État dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle France 2030 et qui a pour objectif d'amener 20 000 jeunes femmes dans les métiers du numérique, avec l'idée d'un accompagnement dans le temps. Et c'est ça la force du projet, parce que c'est pas un one shot, c'est identifier des candidates dès le lycée, et encore une fois à chaque étape importante de l'orientation, ou et à chaque étape dans le temps, il y ait des interventions soit d'associations, soit d'entreprises, soit d'établissements de formation, pour que elles ne quittent pas finalement ces parcours qui mènent vers le numérique, puisqu'on sait qu'à chaque étape, c'était parfois un peu compliqué pour les faire rester. Donc c'est du lycée jusqu'à l'insertion professionnelle, des associations, des établissements de formation, des entreprises mobilisées pour les accompagner, et puis pour les faire passer chaque étape et éventuellement chaque difficulté. Concrètement, c'est en place, c'est en cours. C'est en place. Donc il y a une plateforme, un site internet qui est Tech pour toutes. Il y a des premières actions, notamment sur les stages de troisième, les stages de seconde, qui sont mis en place. Et donc là aussi, l'idée c'est déjà d'identifier les candidates potentielles. Oui, aller les trouver déjà. Ouais. Et moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce temps long, cette idée d'accompagnement, et que on ait un suivi sur ce temps de ces candidates potentielles, parce que on sait très bien que à chaque étape, encore une fois, à chaque tournant, à chaque rond-point, il est possible qu'elles nous quittent, ce qui serait évidemment dommage. On a besoin d'elles. Tu as des résultats à partager déjà, des chiffres? Non, chez Amazon, on aime bien. Oui, je sais. Alors pour l'instant, c'est trop récent, puisque déjà il a fallu constituer le consortium, être éligible, et donc nous on va pousser pour que Tech pour toutes soit connu, reconnu, et que des candidats s'engagent, et que à chaque étape aussi il y ait ces organisations, entreprises, établissements et associations qui soient bien présentes. Donc non, c'est que le début. Donc rendez-vous dans quelques années pour savoir si effectivement ces 20 000 jeunes et ces 20 000 jeunes femmes ont bien rejoint nos parcours et nos métiers. Mais je mets le lien évidemment dans les notes de votre application de podcast. Vous scrollez un peu, vous aurez à la fois les talents du numérique, à la fois Tech pour toutes. Et puis
parlez-en, parce que je me rends bien compte que les auditeurs, auditrices typiques du podcast AWS en français sont pas nécessairement le public cible pour Tech pour Toutes, mais parlez-en autour de vous. Vous avez des connaissances, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des sœurs, et faites passer l'info. Tu veux ajouter quelque chose? Et justement, à destination de ce public que tu cites, et en termes de liens utiles, Talent Numérique a notamment développé une plateforme qui s'appelle Destination Numérique. Donc, tu pourras évidemment mettre le lien dans ton podcast, dans lequel justement on explique pour les jeunes, mais aussi pour les personnes qui seraient mobilisées pour expliquer le secteur, les métiers de l'orientation, de l'information, des ressources, sur un format très ludique, très interactif, avec des vidéos, avec des quiz, etc. Et donc, Destination Numérique, c'est le lien, la plateforme pour vous orienter vers le secteur du numérique. Et AWS là-dedans, parce que tu parles beaucoup d'entreprises qui collaborent. On est dans le podcast AWS en français. On a été mis en contact par nos collègues avec lesquels tu travailles. C'est quoi la collaboration entre Talent du numérique et AWS ou Amazon? AWS fait partie de nos un peu plus de 2500 adhérents entreprises, puisque AWS est adhérente de Numéum, l'organisation professionnelle, et donc de fait adhérente de Talent du numérique. Donc l'intervention d'AWS se fait à plusieurs titres. Déjà, j'ai le plaisir de voir certains de tes collègues dans mes commissions, dans mes groupes de travail. Donc AWS participe à la réflexion collective sur ce sujet de l'éducation et la formation du numérique. Et donc merci de ce temps-là, parce qu'on a besoin de retours et d'investissements de professionnels, de structures comme telles qu'AWS. Et par ailleurs, sur la partie plus opérationnelle, sur la communication, vous avez été soutien d'une action qui s'appelle la semaine du numérique et sciences informatiques. Donc soutien financier déjà. Donc on est une petite structure. C'est super important déjà. C'est aussi important parce qu'on a besoin d'apport financier, et vous avez été sponsor et je vous en remercie. Mais par ailleurs, vous aviez aussi fait des événements créés, et vous étiez inscrit dans cette semaine du numérique et sciences informatiques qui avait pour objectif de créer des rencontres entre des collégiens, des lycéens et des professionnels du numérique. Et AWS avait levé la main et avait organisé des moments, et ces moments d'interaction entre des jeunes et des professionnels du numérique, et avait ce qui est intéressant en tous les cas, c'est que vous intégriez aussi dans cette réflexion, dans ce collectif, dans cet écosystème, et que vous participiez à ces différentes encore une fois actions ou communications, parce que c'est en travaillant ensemble qu'on y arrivera. Ce que moi j'ai envie de dire, et que je dis souvent, notamment aux entreprises, puisque on travaille beaucoup. Je sais que dans l'entreprise, il y a beaucoup la marque employeur, mais l'idée de Talent numérique, c'est pas qu'on travaille sur un vivier restreint et que chacun est en concurrence et essaye d'obtenir une partie de ce vivier. L'intérêt de Talent numérique, participer à Talent numérique, c'est faire en sorte que ce vivier grossisse et que tout le monde puisse en participer. Et donc qu'AWS s'intègre dans cette vision est certainement une bonne chose. Quels sont les gros projets, les gros chantiers pour 2026 et au-delà? Vous travaillez beaucoup avec les politiques, donc je suppose que les prochaines échéances électorales vont influencer également ton cycle de projet. Alors déjà sur la partie opérationnelle, la partie communication, on a lancé, donc encore une fois avec notre partenaire My Job Places, ce réseau d'ambassadeurs étudiants. C'est tout récent puisque ça a été lancé début mars, donc on a quand même nos premiers ambassadeurs, on peut se féliciter. On en a déjà une vingtaine de recensés, donc j'invite aussi les collégiens et lycéens à aller sur cette plateforme pour aller les rencontrer. Mais sur le volet plus politique, effectivement, l'ensemble des écosystèmes et l'ensemble des organisations ont déjà en tête l'élection présidentielle de 2027. Et ça peut paraître loin, mais en fait, il y a évidemment un petit rétro-planning et une petite organisation à mettre en place pour rédiger ce que pourraient être les propositions de l'écosystème du numérique sur le sujet éducation numérique. Donc Talent du numérique a l'habitude de travailler avec un réseau de partenaires, et notamment membre de l'équipe de France du numérique qui réunit 70 associations, organisations du numérique. Et donc cette équipe de France du numérique veut participer au débat qu'il y aura autour de l'élection présidentielle, a défini 6 thématiques, dont une dédiée au sujet éducation et formation. Et nous avons pris le pilotage de ce groupe de travail, donc Talent numérique avec nos partenaires de la Société informatique de France. Nous allons
nous réunir avec l'ensemble de l'écosystème pour élaborer des propositions pour ces élections présidentielles. L'idée, c'est donc les groupes de travail et les réunions ont déjà commencé. L'idée, ça serait de terminer pour mai-juin pour être en ordre de marche dès le mois de septembre, puisque dès le mois de septembre, nous pourrons aller à la rencontre des différents candidats, des différentes équipes de candidats pour faire valoir nos propositions en espérant convaincre un nombre suffisamment important pour que dès leur élection, ils puissent le décliner de façon opérationnelle. Donc voilà, c'est parti pour une bonne année de mobilisation, notamment sur le plan politique, puisqu'il faut concevoir les propositions, les mettre en forme et ensuite aller les vendre. Aller les vendre auprès de ces différents concrètement, candidats. vous allez aller rencontrer les équipes de campagne des différents candidats pour leur souffler ces idées en espérant qu'ils en adoptent quelques-unes ou la totalité dans leur programme et que ça fasse partie du débat public pendant les élections. Et ce que fait Talents du numérique via l'équipe de France Numérique, c'est quelque chose de très habituel. C'est pas forcément connu et su du grand public et peut-être des auditeurs de ton podcast, mais voilà, toute organisation, toute association, tout syndicat qui a une dimension politique est investi sur les élections, et notamment les élections présidentielles, et va à la rencontre des candidats, des équipes de candidats, pour faire valoir ce qu'ils estiment bon en termes de politique ou pour le pays. Oui, puisque c'est pas uniquement le renouvellement du président et donc du gouvernement, mais aussi toute l'Assemblée nationale qui va suivre juste après. Oui, et on sait que, notamment nous, ce qu'on demande, c'est les échos qu'on a eus, c'est de faire en sorte que l'informatique soit une discipline indépendante de la technologie, indépendante des mathématiques, qui commence dès le collège. Et en fait, c'est un effort considérable pour le ministère de l'Éducation nationale de mettre ça en place, un effort financier, un effort organisationnel. Et le seul moment où il y aura une légitimité politique, mais aussi peut-être un souffle financier qui permettrait de mettre cela en place, c'est au moment de l'élection présidentielle. Ah oui, donc vous avez une chance tous les 5 ans. On en avait davantage, on aurait pu en avoir davantage avant, mais on est, et on le sait, dans une situation difficile pour le ministère de l'Éducation nationale et pour l'ensemble des administrations en termes budgétaires. Et donc, voilà, on sait que s'il y a un programme présidentiel, il y aura aussi des opportunités budgétaires pour mettre en place certaines politiques, et donc on s'inscrit dans ce temps et dans cette légitimité politique qui permettra de faire bouger, on l'espère, des choses pour nous au sein de l'Éducation nationale. J'ai une question un peu bébête, peut-être un peu naïve, mais l'éducation, c'est pas une priorité pour tous les candidats? Enfin, ça me semble, et particulièrement le numérique, l'éducation dans le numérique. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le monde, j'allais me dire de demain, mais même pas. C'est le monde d'aujourd'hui, donc il faut continuer d'investir dans l'éducation numérique. Sébastien, si tu savais quelles difficultés parfois on a encore, qu'on a pour faire comprendre que l'informatique est une science. Parfois, nous en sommes là. Et surtout, il faut pas sous-estimer que, notamment quand on amène une discipline et quand on amène une matière et qu'on dit je veux davantage d'heures pour l'informatique ou je veux davantage d'heures pour les mathématiques, c'est au détriment de quelque chose d'autre. Ça veut dire que derrière, ça veut peut-être dire moins d'heures pour le latin, le grec, le français, l'histoire. Et tu imagines très bien qu'en interne, il y a d'autres associations qui militent. Il y a d'autres associations, il y a des professeurs qui me disent mais moi ma matière est importante. Et donc et ils ont bien raison. Hein. L'idée c'est de faire comprendre et que ça soit porté que si on veut une France à la pointe de l'innovation, avec de la R&D et qui embrasse véritablement les opportunités faites par le numérique et l'informatique, il faudra des personnes en capacité de comprendre ce qu'est le numérique et l'informatique, des personnes avec des compétences numériques au quotidien, des personnes avec compétences du numérique pour chacun des métiers et des personnes avec des compétences numériques en tant qu'experts, en tant que professionnels pour créer ce numérique qu'on attend. Donc voilà, il faut aussi convaincre que cette ambition au-delà de l'affichage, ça se décline aussi en des parcours, ça se décline dans des diplômes, ça se décline dans une organisation. Donc ça, c'est tout le rôle, encore une fois, de l'équipe de France du numérique et de Talents du numérique au sein de cette équipe de France du numérique. Et donc c'est une éducation à tous les niveaux. C'est pas qu'une éducation pour les collégiens, les lycéens. C'est une éducation également des décideurs politiques, des entrepreneurs. Exactement. Sur le bienfait, mais c'est un biais sur l'importance numérique. Et ça nécessite légitimité politique. Donc l'élection amène cela, et ça nécessite aussi du courage.
Et ça, c'est pas prendre toujours des parfait. décisions. Et qui dit, oui, de choisir, et choisir, c'est renoncer un peu, comme disait l'autre. Quel est ton message de fin pour les parents, les collégiens, les lycéens qui nous écoutent éventuellement? Plutôt leurs parents, ça c'est plutôt le public cible, ou pour des profs qui tombent sur ce podcast. Bah, plusieurs messages. Dire que voilà, il y a encore une fois, il y a un peu plus de 80 métiers dans le numérique, donc il y a une diversité de profils et donc il y a aussi une diversité de parcours pour nous rejoindre. Donc c'est pas un tunnel et une formation, c'est beaucoup plus divers et que voilà, au-delà des aléas un peu conjoncturels de la situation économique, on peut bien s'imaginer qu'en tous les cas, on ait besoin d'experts du numérique voilà, dans les prochaines années. Et surtout, c'est que au-delà, et même si on s'imagine pas devenir un professionnel du numérique, essayez de développer vos compétences numériques. Voilà. En tant que citoyen, en tant qu'usager, en tant que professionnel, peu importe le métier, peu importe le secteur, vous aurez besoin de compétences numériques. Donc ça se développe, ça se travaille. Donc pensez-y et investissez dans les compétences numériques. Rémi Ferrand, tu es délégué général des talents du numérique. Merci de nous avoir expliqué tout cela avec tant de passion et de clarté. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, comme j'ai l'habitude de le dire, quoi que vous codiez, codez-le bien.